Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Bienvenue dans cette conférence Lutte antiraciste, décoloniale et féministe, comment notre rapport aux animaux façonne le monde. Cette conférence est organisée par le groupe Conditions animales de la France Insoumise. Notre groupe fait partie de l'espace programme de la France Insoumise. L'espace programme est composé de tous les groupes thématiques sur les différents sujets et nous élaborons le contenu programmatique pour chaque échéance électorale, que ce soit pour les municipales, les présidentielles, les européennes, etc. Nous organisons des événements un peu partout en France. Nous venons en soutien aux associations. Nous sommes également en soutien au travail des élus, que ce soit les élus locaux, nationaux, européens. Et nous assurons la gestion des réseaux sociaux pour tout ce qui concerne les animaux à la France Insoumise. Si vous avez des questions sur notre travail, nous avons un stand au village associatif, tout au bout en allant vers le Palais des Congrès. N'hésitez pas à venir nous voir, nous serons présents jusqu'à dimanche. Alors le sujet de la condition animale, c'est un sujet qui malheureusement est souvent considéré comme un sous-sujet. C'est en réalité un sujet qui est transversal, qui est éminemment politique et intersectionnel par essence. Et notre rapport aux autres animaux nous renvoie à nos rapports aux discriminations et aux luttes sociales. Et elle vient interroger notre vision du monde. Cette conférence, elle fait suite à la conférence que nous avons réalisée au mois d'avril à Paris avec Kawthar Archi, Sandra Guimarães et Emma Fourreau, notre eurodéputée, qui s'appelait « Entre colonisation et lutte sociale, comment notre rapport aux animaux impacte le monde ». Cette conférence, elle est disponible sur notre chaîne YouTube, Conditions animales, la France Insoumise, et elle s'inscrit dans une continuité de la volonté que nous avons de mise en lumière des similitudes entre tous les processus de domination et d'oppression. Pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités, Florence Delry. Florence, tu es autrice, illustratrice, vulgarisatrice, militante antispéciste et antifasciste, coéditrice de l'Amorce, la revue contre le spécisme, et cofondatrice du projet Méduse, collectif scientiste convergent. Il y a un QR code ici, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez le scanner après la conférence. Et Victor Durand-Lepeuch. Victor, toi tu es créateur du podcast Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme, qui est aussi un podcast sur la convergence des luttes, dans lequel tu as invité de nombreuses personnalités dont nous allons parler lors de la conférence. Et tu es aussi l'auteur de l'ouvrage En finir avec les idées fausses sur l'antispécisme, qui sort le 3 octobre, c'est ça ? Vous pouvez précommander d'ailleurs le livre, il y a toutes les informations sur notre stand, n'hésitez pas, si vous voulez le recevoir au plus tôt. Et tous les deux, vous êtes notamment à l'initiative avec d'autres personnalités de la tribune antispéciste contre l'extrême droite, qui a été publiée pendant la campagne des dernières élections législatives et appelant à, je cite, une mobilisation convergente, massive et sans ambiguïté contre l'extrême droite, ainsi qu'à un vote en faveur du nouveau Front populaire. Pour cette conférence, devaient nous rejoindre à la base des invités également engagés très fortement dans les luttes antiracistes, décoloniales et féministes, mais qui n'ont pas pu être disponibles aujourd'hui, certaines n'étant pas en France et d'autres pour raisons personnelles. C'est le cas notamment de Kawthar Archi, qui est sociologue et écrivaine, autrice notamment de l'ouvrage Ainsi l'animal et nous. Sandra Guimarães, qui est autrice et militante antispéciste et antifasciste brésilienne, et Dalila Awada, qui est militante féministe, antiraciste et antispéciste québécoise, et Fatima Wassak, qui est militante antiraciste et écologiste, autrice de l'ouvrage Pour une écologie pirate. Tout au long de cette conférence, nous allons quand même relayer leurs paroles par des citations, etc. On en reparlera. Pour débuter, on va commencer par des définitions, parce que je pense qu'il y a pas mal de termes. Alors certains seront très familiers avec et d'autres, je pense, ne les auront jamais entendus. Comme ça, tout le monde aura le même niveau de compréhension de la conférence. D'abord, on va commencer avec les termes spécisme, antispécisme, éventuellement carnisme. Victor, toi qui tiens un podcast contre le spécisme, peux-tu nous expliquer en quoi ça consiste tout ça ?
Oui, merci beaucoup Galia. Peut-être pour sonder quel est un peu le niveau de connaissance de ces questions dans l'Assemblée, qui dirait enfin, est-ce que vous voyez, qui voit ce que c'est le spécisme et pourrait un peu donner une définition? Bah, c'est bien, c'est super en fait, ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui vont découvrir des choses et je suis trop content que vous soyez curieuse pour venir assister aussi à des questions sur la question animale. Du coup, et c'est normal aussi parce que spécisme n'est pas dans le titre, donc on s'attend d'autant plus à ce que vous sachiez pas ce que c'est. En fait, le spécisme, c'est le système qui organise la domination des humains sur les autres animaux. Donc c'est ce qui fait qu'on s'approprie leur corps, qu'on les élève, qu'on les enferme, qu'on les tue. Voilà. Et tout ça pour servir en général des intérêts humains. Et donc c'est une oppression parmi les nombreuses oppressions qui traversent nos sociétés depuis un sacré bout de temps. Et c'est une oppression dont on parle trop peu, vraiment très peu. Donc je suis content qu'on puisse en parler. Je trouve que c'est vraiment important ici dans cet espace politique aussi de pouvoir porter ces questions-là et surtout là, de les porter en lien avec tout un tas d'autres questions tout aussi importantes, tout aussi transversales, des autres oppressions dont il sera question pendant cette table ronde. Donc voilà, le spécisme, c'est le système général, et disons qu'il se... En fait, du coup, l'antispécisme, c'est l'opposition à ça, hein, comme la plupart des luttes d'émancipation, comme la lutte féministe, c'est la lutte contre le patriarcat, la lutte antispéciste, c'est la lutte contre le système de domination humaine sur les autres animaux. Et au sein de ce grand système d'oppression, de domination, ce qu'on appelle le carnisme, c'est un peu, on pourrait dire, un sous-système, c'est l'organisation de l'appropriation directe, la prise en fait sur les corps des animaux. Donc c'est notamment l'élevage et le fait de les manger, ça c'est vraiment assez central dans le carnisme. Et c'est l'idéologie qui l'accompagne, c'est-à-dire l'idée que c'est normal, c'est naturel, c'est nécessaire de manger les autres animaux, et qui naturalise, qui normalise toutes ces pratiques quotidiennes qu'on a à l'échelle collective en fait, et individuelle. Enfin voilà, c'est pas chaque individu face à son petit choix personnel, c'est vraiment extrêmement structurel et structurant dans nos sociétés, le carnisme. Et notamment, voilà, il y a d'autres violences spécistes qui ne relèvent pas directement du carniste, mais disons, voilà, pour ces grandes distinctions déjà. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Du coup, l'antispécisme, je l'ai dit, ouais, c'est la lutte. Ouais, je crois l'avoir. Mais je peux le redire au cas où. Ouais. L'antispécisme, c'est du coup ouais, la lutte sociale. C'est une lutte sociale pleinement légitime à part entière contre le spécisme, qui n'est pas souvent reconnue comme lutte pleinement légitime, mais c'en est une. Merci. De toute façon, Florence, si tu veux compléter, n'hésite pas. Et moi, je voulais te demander également de nous donner les définitions d'autres termes sur la sentience, le sentientisme, parce que là, je pense qu'effectivement, c'est encore plus que si on vous demande, là, entre sentience et sentientisme, qui connaît sûrement encore moins de personnes que le spécisme. Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà, on en a perdu quelques-uns de plus. Donc, c'est bien de pouvoir resituer également. Donc, Florence, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, alors déjà bonjour à tous. Effectivement, alors le spécisme postule que le critère d'espèce est un critère pertinent pour établir la considération morale qu'on accorde à des individus. C'est-à-dire que, comme d'autres systèmes oppressifs qui vont déterminer que des critères sont pertinents pour discriminer, par exemple la couleur de peau, l'origine réelle ou supposée, le genre, l'orientation sexuelle, etc. Le spécisme est un système qui va déterminer que l'espèce est un critère pertinent aussi pour discriminer. Les antispécistes, bien sûr, vont contre cette idée-là et affirment que l'espèce n'est pas un critère pertinent et que le critère qui serait plutôt pertinent, c'est le critère de sentience. La sentience, c'est un terme que, alors on connaît très peu en fait, même le mot est arrivé dans les dictionnaires courants en France en 2020 pour dire à quel point c'est récent, mais c'est un terme qu'on retrouve dans la littérature scientifique notamment depuis vraiment longtemps, mais plutôt dans les pays anglophones. Le terme il commence à se démocratiser un petit peu en France. Il a notamment été adopté dans certaines chartes, même de certains partis politiques. Je pense récemment au NPA qui l'a intégré à sa charte, qui reconnaît la sentience des animaux non humains. Donc pour détailler de quoi il s'agit, c'est la capacité pour un être à ressentir des expériences subjectives. Donc un être qui est sentient, il peut ressentir, vivre différentes expériences de vie à la première personne. Donc ce qui lui arrive a une importance pour lui. Très concrètement, ça veut dire qu'un être sentient peut souffrir, prendre du plaisir et ressentir diverses émotions qui sont variables selon les individus, mais ça peut être
de la joie, du désespoir, du stress, de la peur, du bien-être, etc. Ce concept, il est central, du coup, en éthique animale, de la même manière que le spécisme, parce que c'est le critère qui fait qu'on va prendre en compte les intérêts d'un individu. J'en viens donc au sentientisme, qui, lui, est un courant de pensée ou un projet politique qui postule que les êtres sentients comptent et que tous les êtres sentients comptent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un individu peut souffrir, alors la considération morale qu'on lui accorde ou les traitements qu'on lui inflige ont un effet sur lui et qu'il faut qu'on prenne en compte cet effet. Donc l'idée, c'est de rejeter les critères qui sont arbitraires, qui ne correspondent pas à la réalité de qu'est-ce que va vivre l'individu si on lui accorde telle ou telle considération morale. Donc comme je disais tout à l'heure, les critères arbitraires, c'est le genre, l'origine, etc. Et c'est une remise en question aussi très profonde de l'anthropocentrisme. L'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas que les humains qui comptent moralement, mais tous les individus qui peuvent souffrir. Voilà, pour faire rapide. Très bien, merci beaucoup. De toute façon, si les concepts ne sont pas totalement clairs, on est disponible au stand tout à l'heure pour en reparler et vous serez présents aussi. Alors, on parlait tout à l'heure donc de Kautararchi. Donc Kautar, dans son livre « Ainsi l'animal et nous », elle évoque donc les différents rapports de domination et comment ils sont tous articulés entre eux et reliés à la question de notre rapport avec les autres animaux. Elle dit aussi dans le livre « Littérature et révolution » qu'elle a coécrit avec Joseph Andras qu'être de gauche, c'est ne perdre personne. Et donc c'est quelque chose qu'on retrouve également beaucoup dans ton discours, Florence. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi est-ce aussi important à gauche ? Parce que, alors effectivement, je pense que quand on se place à gauche, en tout cas dans l'acceptation générale de ce que veut dire être à gauche ou être progressiste ou agir en faveur des luttes sociales, c'est effectivement l'idée que personne ne doit être mis de côté, et particulièrement même les individus les plus vulnérables, les moins considérés, doivent être pris en compte comme les autres à partir du moment où ils peuvent souffrir d'un manque d'émancipation, d'un manque de liberté, de divers traitements injustes qui leur sont imposés, etc. Et que les animaux, en fait, s'inscrivent pleinement dans cette catégorie d'individus qui peuvent ressentir les effets de ce qu'on leur fait, qui peuvent souffrir, qui peuvent ressentir le manque d'émancipation, de liberté, la contrainte, le fait d'être tué, brutalisé, etc. Et que, effectivement, être de gauche, si c'est prendre en compte tout le monde, n'oublie personne, alors il faut prendre en compte aussi les animaux non humains. On a une vision du monde qui, pour le coup, est beaucoup centrée sur l'humain. On a une vision du monde qui est très centrée sur l'humanisme aussi, y compris à gauche. Et en fait, dans l'histoire, on a des représentations et des conceptions du monde qui sont historiquement basées sur des hiérarchies, des systèmes hiérarchiques. Et pour évoquer une construction du monde qui est archaïque, mais qui continue encore d'être mobilisée assez largement, je parle de l'échelle de la nature, qui fait qu'on a cette représentation du monde avec l'humain tout en haut, puis certains mammifères, puis d'autres animaux, puis les plantes, puis les minéraux, etc. Cette représentation, elle a notamment, par le passé, été largement mobilisée par rapport à la croyance en Dieu, au fait que Dieu était supérieur, que l'humain était un être supérieur par rapport aux autres animaux, etc., jusqu'à l'enfer, tout en bas. C'est des vieilles visions, mais en fait, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, on a cette conception que l'humain serait le plus évolué des individus, etc. Ce schéma hiérarchique, il n'a pas seulement concerné les autres animaux, les humains par rapport aux autres animaux, il a aussi été mobilisé pour défendre et tenter de justifier à une époque la supériorité de la race blanche. Donc en fait, cette vision, elle est profondément suprémaciste et elle postule qu'il y a un exceptionnalisme humain, c'est-à-dire que l'humain serait détaché du reste du vivant et qu'il y aurait une discontinuité évolutive entre Homo sapiens et toutes les autres espèces. Cette vision-là, elle a complètement été remise en question par Darwin avec l'origine des espèces, mais malgré tout, encore à l'époque contemporaine, on continue d'avoir des visions hiérarchiques comme ça du vivant, malgré le fait que certains individus puissent en souffrir très largement, et pas seulement les animaux non humains, mais aussi des groupes humains qui sont infériorisés et animalisés. On en reparlera, je pense, tout à l'heure. Dans les différentes mécaniques de domination, donc on parlait du fait d'être à gauche, l'idée c'est aussi de reconnaître qu'il y a des mécaniques qui sont communes entre toutes les oppressions et toutes les discriminations arbitraires,
C'est-à-dire qu'on retrouve dans le spécisme tout ce qui constitue un système oppressif, et ça fonctionne de la même façon avec les systèmes qui touchent les humains entre eux. On retrouve dans le spécisme la notion de suprémacisme, par exemple, c'est-à-dire le fait de dire qu'il y a un groupe qui est supérieur à un autre, et il y a des groupes qui sont inférieurs. On retrouve donc des visions qui sont inégalitaires, et un ensemble de préjugés aussi, qui sont construits pour décrédibiliser, inférioriser les groupes qui sont opprimés. Dans ces stéréotypes et ces préjugés, on va par exemple avoir pour, je pense au féminisme, les stéréotypes qui énoncent que les femmes sont irrationnelles, portées par l'instinct ou leurs émotions, contrairement aux hommes qui seraient très rationnels et très posés. Bien sûr, le monde actuel nous le montre chaque jour. Donc ce sont des stéréotypes et des préjugés qui sont entretenus pour nourrir un narratif oppressif et un narratif de domination. On a aussi dans toutes ces mécaniques de domination qui sont communes aux oppressions des discriminations donc arbitraires, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait de sélectionner un critère qui n'est pas pertinent, mais de sélectionner ce critère et d'en faire un critère de discrimination et de considération morale qui n'a rien à voir pourtant avec la capacité des groupes visés à souffrir. Et on a de l'essentialisme aussi, c'est-à-dire qu'on réduit le groupe a une caractéristique particulière, voire on considère que tout le groupe est une espèce d'amalgame de masse homogène et on nie l'individualité des individus qui composent ce groupe. C'est typiquement ce qui forme aussi les préjugés, etc. Et c'est beaucoup le cas pour les animaux non humains. On considère que les animaux n'ont pas de personnalité et que dans un troupeau de moutons, c'est des espèces de clones comme ça et que c'est tous les mêmes. Ou quand on voit des pigeons en ville, on se dit que c'est tous les mêmes, etc. Or, tous ces individus ont une agentivité, ils ont une personnalité, ils ont des attentes, ils n'ont pas les mêmes envies, y compris les animaux qui sont exploités dans les fermes et qui ont un génome qui est très proche à cause de la sélection génétique, etc. Ça reste des animaux, des individus à part entière. Et enfin, dans ces mécaniques aussi d'oppression qui sont communes et qu'on connaît bien à gauche aussi, c'est la notion de conservatisme, où on va essayer de conserver un certain modèle du monde, un certain schéma de pensée, et on va refuser toute évolution, toute révolution de notre rapport à l'autre. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles avec l'antispécisme, c'est de faire ce pas de côté et d'arriver à bouleverser notre vision des autres animaux. On a une vision, on les considère comme des ressources, comme des marchandises, des animaux de compagnie, des choses qui nous accompagnent, etc. Et se sortir de cette vision, c'est vrai que c'est compliqué, parce que voilà, on a fondé notre domination humaine beaucoup là-dessus, et tout socialement est construit autour de ça. Donc ces schémas dominants, ils sont voilà, conservateurs. Le problème, c'est que en étant à gauche, en fait, si on accepte toutes ces mécaniques de domination que je viens d'énoncer, si on les accepte pour les autres animaux, alors on les accepte, en fait, à la racine. Et tout l'enjeu, c'est de se débarrasser de cette racine, non seulement vis-à-vis des animaux, mais aussi parce qu'il y a forcément le risque que si ces racines soient conservées, on ne vienne jamais à bout réellement de ces mécaniques suprémacistes. Il y a des narratifs aussi qui sont communs dans ces schémas oppressifs, et notamment sur la minimisation de la souffrance. La souffrance vécue par les animaux non humains est souvent euphémisée, minimisée. Moi, j'ai déjà entendu dire des gens qu'un taureau de corrida, il ne souffre pas vraiment parce qu'il libère beaucoup d'endorphines pendant le combat, que les oies et les canards gavés pour le foie gras ne souffraient pas vraiment parce qu'il y a une certaine méthode qui fait que, où il y a à l'abattoir des dispositifs pour les anesthésies, ou qu'on ne sait pas vraiment si les animaux souffrent parce qu'ils ne parlent pas, alors, etc. etc. Et ce genre de narratif, on le retrouve aussi vis-à-vis de certains groupes humains dont la souffrance est systématiquement niée ou minimisée. C'est le cas pour les femmes aussi, on se dit oui, bon, elles tolèrent plus la douleur, ou on les prend moins sérieux aux urgences, et également c'est le cas des personnes racisées. Donc je me permets de finir avec une citation de Sarah Fravica, qui écrivait dans Végo, vers un véganisme intersectionnel, un livre qui est paru en 2022. Elle disait « Nous mangeons les plus vulnérables ». Donc littéralement pour ce qui est des autres animaux, mais aussi au sens figuré concernant les autres groupes opprimés. C'est l'idée de dire les plus forts mangent les plus faibles, en fait. Donc voilà pour ces mécanismes communs, en fait, à toutes les dominations. Alors, à travers l'histoire, il y a des personnes qui ont fait ces liens, qui les ont rappelés, et ça date pas d'hier, en fait, notamment à gauche. Alors, toujours pour répondre à ta question, voilà, de comment les mouvements de gauche se sont appropriés cette question, qui était largement quand même oubliée, notamment dans les mouvements féministes, on en reparlera tout à l'heure.
mais il y a des personnalités libertaires, anarchistes, qui ont développé des discours aussi en faveur des animaux et qui ont largement été effacés. En tout cas, ces discours ont été effacés. Je pense à Louise Michel, par exemple, qui, au XIXe siècle, écrivait « C'est que tout va ensemble, depuis l'oiseau dont on écrase la couvée, jusqu'au nid humain décimé par la guerre, et le cœur de la bête est comme le cœur humain. Son cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de sentir et de comprendre. » Et là, elle faisait un lien clair entre le spécisme, mot qu'elle n'utilisait pas à l'époque, mais entre le spécisme et les oppressions faites aux humains et les souffrances humaines. De même que Élisée Reclus, aussi, militant anarchiste, qui disait, toujours au XIXe, « Si nous devions réaliser le bonheur de tous ceux qui portent figure humaine et destiner à la mort tous nos semblables qui portent museau et ne diffèrent de nous que par un angle facial moins ouvert, nous n'aurions certainement pas réalisé notre idéal. » Pour ma part, j'embrasse aussi les animaux dans mon affection de solidarité socialiste. Je ne comprends pas le meurtre d'un animal ou d'un homme. Et ces liens, aujourd'hui, quand ils sont faits par des militants antispécistes, des militantes antispécistes, parfois on dit que c'est des comparaisons, il ne faut pas comparer, c'est pas tout à fait pareil, etc. Mais on a oublié, en fait, que historiquement, ces liens se sont faits, particulièrement dans les milieux féministes et dans les milieux anarchistes, et socialistes, donc socialistes libertaires. Donc voilà pour les liens un petit peu entre toutes les dominations. J'ai peur de parler trop longtemps, comme je n'ai pas l'heure, voilà. Merci beaucoup. Bon, on y reviendra de toute façon. Victor, toi, donc à travers ton podcast, les travaux des différentes invités que tu as reçus, tes recherches pour l'écriture de ton ouvrage également, tu as pu étudier les liens causaux entre les différentes discriminations. Et peux-tu nous parler, par exemple, du concept de dominance sociale qui a été théorisé donc, en psychologie sociale? Oui, tout à fait. Et c'est absolument en continuité avec ce que tu disais, Florence, finalement. Et c'est un peu une autre approche qui vient attester et sourcer, finalement, et montrer scientifiquement que, effectivement, toutes ces choses-là, tous ces préjugés, tous ces mécanismes sous-jacents à différentes oppressions, tous ces mécanismes d'essentialisation, de hiérarchisation, en fait, ils sont bel et bien fondés aussi dans notre psychologie. Et donc la psychologie sociale, t'en parlais Galia, c'est cette discipline justement au sein de la psychologie qui étudie comment fonctionnent nos croyances, nos perceptions en lien avec les autres en fait. Donc comment on perçoit les autres, qu'est-ce qui nous influence dans nos environnements sociaux. Et donc c'est une discipline qui est assez bien située pour étudier ces effets-là, notamment de hiérarchisation entre des groupes sociaux. Et donc en psychologie sociale, c'est pas très connu, mais en fait, je pense que c'est vraiment d'une importance majeure. Il y a eu beaucoup de recherches ces dernières années qui montrent que ces choses-là sont liées, c'est-à-dire que par exemple des préjugés, des croyances sexistes, racistes, mais aussi spécistes, et enfin voilà, tous les traitements, la normalisation des traitements qui sont finalement considérés comme normaux, découlant de ces préjugés-là, et ben en fait il y a des liens qui sont attestés en psychologie sociale entre ces différentes discriminations-là. Et ce qui fait le rapport causal entre ces différentes discriminations, entre ces préjugés, c'est justement ce que tu disais, la dominance sociale. Enfin, on parle en psychologie sociale d'orientation à la dominance sociale. Et donc, c'est en fait une catégorie, une tendance qu'on peut avoir à penser plus ou moins fortement que dans la société, c'est normal qu'il y ait des dominants et des dominés, que c'est normal qu'il y ait des hiérarchies naturelles, qu'il y a des groupes qui doivent dominer les autres, qui doivent écraser les autres, que certains intérêts comptent moins, enfin, voilà, et qu'il y a tout ce truc hiérarchique finalement de supérieur et d'inférieur. Donc ça, c'est ce truc qu'on retrouve finalement dans toutes les oppressions en fait, qui en est très souvent le fondement. C'est le truc de départ finalement, de dire il y a un groupe qui a le droit de dominer, qui est supérieur, qui est prééminent et qui donc dont les intérêts comptent plus et qui peut aller écraser tous les autres. Que ce groupe soit le groupe, la suprématie blanche, la suprématie patriarcale, etc. Et la suprématie humaine aussi en fait. Le groupe humain considéré comme ayant une prééminence et une importance fondamentale et dont les intérêts devraient compter infiniment plus que celui de tous les individus de toutes les autres espèces qui pourtant sont très nombreux et dont les intérêts sont importants parce qu'ils sont sentients, comme tu le disais, Florence. Et donc, ce lien qui est attesté, finalement, la façon dont il est relié à ces différents préjugés, ce qui a été montré dans les études en psychologie sociale, c'est que
plus on est haut finalement dans ce qui a été établi comme une échelle de cette orientation à la dominance sociale, plus on considère que c'est OK qu'il y ait des dominants et des dominés finalement, des gens qui sont naturellement opprimés et qui l'ont bien mérité. C'est un peu ça qu'il y a derrière finalement toutes ces représentations-là. Bah, plus on a ce truc-là, plus on va avoir des croyances sexistes, racistes, spécistes, globalement discriminatoires en fait. Et donc c'est ce qu'on pouvait penser intuitivement et ce qui est montré de plein d'autres manières aussi, les liens en fait nombreux entre les différentes oppressions sont aussi attestés dans l'ordre psychologique finalement. Donc, mais c'est pas pour dire que c'est quelque chose d'individuel, hein, c'est bien justement quelque chose qui est construit socialement, qui est perpétué par un système social, par quelque chose, par l'oppression en fait spéciste. J'ai une amie, Sarah Zanaz, qui vient de finir sa thèse, qui doit l'avoir rendue là justement sur le spécisme et sur la sentience, et qui définit justement le spécisme comme un système social. Ce qui n'avait pas tant été fait jusque-là, où le spécisme était plus pensé comme quelque chose d'individuel, comme quelque chose de très moral, enfin voilà, comme discrimination pensée à l'échelle de l'individu. C'est pas inintéressant de le penser comme ça, mais elle dit, mais en fait, il y a 1000 choses que ça rate, que cette définition rate, et en fait, ça dit pas à quel point l'oppression, justement, à quel point c'est une oppression, c'est un système social structurant, global, absolument, comment dire, enfin, c'est phénoménal finalement le fonctionnement et la violence du spécisme. C'est pas juste chaque individu derrière ou devant son assiette, disons. C'est vraiment, il y a des institutions, les États l'appuient, il y a des puissances économiques très fortes, une idéologie extrêmement puissante et structurante à laquelle on adhère implicitement, même si on ne l'a pas choisi, parce qu'en fait on nous le met dans le crâne dès le plus jeune âge, que c'est normal, que les animaux y comptent pas, que ce n'est pas des individus, que ce n'est pas des personnes, que c'est les humains d'abord et les intérêts des humains l'emporteront toujours. Donc voilà, en prenant l'angle de la psychologie sociale, je ne voudrais pas laisser penser que ce soit une chose qui soit individuelle. Non, c'est pleinement collectif, social et politique. Et c'est comme ça, je pense qu'on en parle aujourd'hui et qu'il faut en parler plus largement quand on pense que peut être la lutte en réponse à cette oppression-là et en fait à toutes les oppressions dans leur interaction, dans leur co-constitution. Ça, c'est pareil, on a vraiment des personnes précieuses dans le mouvement antispéciste qui pensent extrêmement finement les intersections, les co-constitutions entre ces différentes oppressions. Tu parlais de Kautar Archi plus tôt. À la fin de son ouvrage « Ainsi l'animal et nous », qui est un peu une grande fresque socio-historique, mais aussi autobiographique. Enfin, c'est un ouvrage brillant. Si vous devez lire une chose sur la question animale de ces dernières années, c'est vraiment « Ainsi l'animal et nous » de Kautar Archi. C'est incroyable, c'est brillant, c'est sourcé, c'est vraiment c'est précieux en fait. On a beaucoup de chance de l'avoir. Et je suis content qu'on puisse parler de ses travaux. Malheureusement, elle n'a pas pu venir et ça aurait été encore mieux qu'elle vous en parle elle-même, évidemment. Mais à défaut, on peut essayer de vous encourager à aller lire ses travaux. Et à la fin de cet ouvrage, après avoir montré comment le spécisme s'est finalement imbriqué, co-constitué avec des systèmes de suprématie blanche, avec le capitalisme, avec la domination patriarcale, avec tout un tas de systèmes de pouvoir structurants dans nos sociétés, elle en vient à dire comment on peut penser finalement cette interconnexion entre différents systèmes de domination, et elle parle de l'ordre zoosocial. Et pour dire, voilà, c'est pas d'un côté la question animale et de l'autre les questions qu'on dit sociales, et en général on n'y range pas la question du spécisme dedans, on pense implicitement question sociale égale question humaine. Elle dit, mais non, en fait tout ça va ensemble, et c'est un ordre total qui s'est co-constitué historiquement de plein de façons, et en fait elle montre comment à plein de tournants finalement de l'histoire, à des périodes charnières à chaque fois, il y a eu encore plus un renforcement, une imbrication entre ces systèmes-là, et je trouve que c'est précieux d'avoir un concept comme ce qu'elle propose d'ordre zoosocial pour penser justement ces intersections-là, et de dire c'est pas des choses qui peuvent être bien pensées, séparées, et c'est pas d'un côté un système et de l'autre, en fait ils se sont pas mal plus qu'influencés, quoi. Ils se sont vraiment coproduits, co-constitués. Oui, pardon, Et donc, tu citais Kautar Archi, donc effectivement, elle travaille aussi beaucoup sur les questions d'animalisation. Et donc, Fatima Wassak également, dans une interview, avait déclaré « Quand j'étais enfant, dans les années 80, nous, les Arabes, on nous qualifiait de rats, de ratons. D'ailleurs, le mot ratonnade vient de là. » Alors, en effet, donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, donc une ratonnade, donc, qui désigne une violence physique exercée à l'encontre d'une minorité ethnique ou d'un groupe social, vient en fait du mot raton, petit rat, qui désigne un arabe ou un nord-africain en argot français.
Et selon Sylvie Thénault, historienne et autrice de l'ouvrage Les ratonnades d'Alger 1956, une histoire de racisme colonial, le mot il a été utilisé à l'écrit pour la première fois pour désigner les violences commises en 1956 par les Français d'Algérie sur les Algériens. Et il sert ensuite à décrire des violences policières sur les Algériens, notamment le massacre du 17 octobre 1961 à Paris que l'on connaît. Et donc cette animalisation des personnes racisées, des habitants et des habitantes des quartiers populaires, on le retrouve à différentes échelles. Ça peut passer donc des adolescents traités de vermine des quartiers, notamment au moment de la mort de Naël, ou de Yoav Gallant, l'ancien ministre de la Défense israélien, qui disait au sujet des Palestiniens « Nous combattons des animaux humains ». Et donc selon Kawthar Archi, dont on parlait, pour elle, animaliser, c'est rendre tuable, exploitable, négligeable. Donc Florence, là-dessus, pourrais-tu nous parler donc de cette coupure animal-humain et donc de cette animalisation? Oui, alors effectivement, il y a historiquement une construction de la valeur de l'humain qui est fondée sur la distinction avec l'animalité. Et c'est aussi une partie du phénomène qui fait que il y a eu parfois une difficulté à gauche et dans les luttes sociales à s'approprier les luttes animalistes, antispécistes et plus largement à défendre les animaux non humains. C'est que les populations infériorisées, encore aujourd'hui, ont à se distinguer de l'animalité et à revendiquer leur humanité parce qu'elle n'est pas acquise automatiquement. D'où le slogan qui est commun à certaines luttes féministes, antiracistes, etc., qui consiste à dire « nous ne sommes pas des animaux », pour essayer de revendiquer son humanité et d'obtenir la considération morale et politique et sociale qui va avec. Donc effectivement, lorsque des groupes humains même sont dominés, infériorisés, une des mécaniques qui se met en place, c'est l'animalisation. Et cette animalisation, elle est centrale dans le narratif raciste, mais en fait, elle est aussi centrale vis-à-vis de beaucoup de groupes opprimés et dans une perspective aussi sexiste, en fait. Comme je disais tout à l'heure, on a une catégorie de population qui est considérée comme étant irrationnelle, portée par ses émotions, qui agit par instinct, qui n'est pas fiable, qui est faible, qui doit être mis sous tutelle, avoir une personne responsable, un propriétaire, etc. Et ces facteurs-là sont communs à des groupes dominés, aux esclaves, aux enfants, aux personnes handicapées, aux femmes, et en fait l'ensemble des groupes minorisés dont on nie l'individualité, l'agentivité, la gentilité politique notamment, et qu'on animalise donc pour pouvoir les inférioriser jusqu'à des points qui vont extrêmement loin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mettre sous tutelle, on parle de massacre aussi. C'est-à-dire que quand effectivement Yoav Gallant dit « nous combattons des animaux humains » en parlant des populations palestiniennes et en disant « et nous agirons en conséquence », c'est annonciateur d'un massacre, c'est annonciateur d'une extermination. Et tu parlais tout à l'heure des banlieues et la manière dont les jeunes hommes, notamment, sont considérés. Et régulièrement, on a ces narratifs, beaucoup à l'extrême droite, mais dans les droites en général aussi, qui consistent à désigner ces personnes comme de la vermine, comme des parasites, ou des sauvages aussi. Il y a beaucoup cette notion de sauvagerie qui revient. Et cette déshumanisation, elle est effectivement un annonciateur de massacres, de répression à minima, et surtout de leur acceptation. C'est-à-dire que cette animalisation, elle sert à faire accepter le fait qu'on s'attaque à ces groupes et qu'on les traite d'une manière extrêmement violente. Je vais évoquer un point d'un discours de Donald Trump en 2024 qui a un petit peu été, qui a beaucoup été en fait diffusé à la télé quand il disait « They are eating the dogs » en parlant des populations immigrées de Springfield. Il accusait ces populations immigrantes de manger les chats et les chiens, de manger les animaux de compagnie du reste de la population. Et cette déclaration, elle a été prise un peu à la légère parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la désinformation en disant « mais non, c'est pas vrai, les populations immigrantes ne mangent pas les chats et les chiens ». C'est pas juste de la désinformation et c'est pas juste un moment sensationnaliste de télé, etc. C'est un trope raciste
Et c'est un trope raciste dont la rhétorique ne peut fonctionner que grâce au spécisme. C'est-à-dire que là, Trump est en train de dire les populations immigrantes sont sauvages, elles sont barbares, elles ne sont pas comme nous. Regardez, elles mangent les chats et les chiens. Et nous, on ne les mange pas parce que les chats et les chiens, c'est des animaux de compagnie qui ne se mangent pas. Donc toute sa rhétorique repose sur le fait qu'il y a une distinction qui est opérée entre les animaux de ferme, qui sont massacrables, tuables, mangeables, et les animaux dits de compagnie, qui, eux, doivent être respectés. Et à ce moment-là, il est en train de dire que les populations qui mangent les chats et les chiens ont perdu leur humanité, parce qu'elles ne fonctionnent pas comme un humain normal qui devrait manger les animaux qui sont normalement conçus pour être tués. Donc, on perçoit bien avec ce genre de rhétorique à quel point les narratifs spécistes s'entremêlent avec les narratifs racistes et leur permettent d'exister de la manière la plus violente qui soit. Historiquement, ce trope raciste des populations qui mangent des chiens et des chats et des animaux que nous, on considère en tant que blancs, en tant qu'occidentales, comme des animaux de compagnie, ça a énormément touché les populations asiatiques. Et encore aujourd'hui, il y a des a priori qui sont extrêmement forts par rapport à ça, et notamment je le dis en tant qu'antispéciste, en tant qu'animaliste, des campagnes animalistes qui justement s'attaquent de la manière la plus raciste qui soit à ces populations, alors qu'il y a des pratiques spécistes dans le monde entier, dans toutes les cultures, et que clairement les pays occidentaux ne font pas exception et sont les lieux où l'exploitation animale est la plus intense et intensifiée. Je me permets de citer, parce que le contexte de cette table ronde est un peu particulier, il devait y avoir des personnes qui n'ont pas pu venir, alors je vais aussi relayer ces paroles. Je pense à Dalila Awada, qui est une militante antiraciste, féministe et antispéciste québécoise, qui écrivait dans la revue Ballast « Le thème de l'animalité a forgé une grande partie des mythes racistes. On a décidé au préalable que l'animal est inférieur, qu'il est l'antithèse de ce que devrait être l'humain. En finir avec cette coupure philosophique, c'est affaiblir le racisme en éliminant un de ses outils les plus puissants. » Donc on le voit ici, le refus du spécisme est en fait aussi une arme antiraciste et aussi une arme anti-oppressive, comme on disait tout à l'heure, puisque toutes les oppressions fonctionnent avec les mêmes mécaniques. En fait, la réponse à ça aussi, c'est de considérer les animaux non humains comme des sujets politiques et non plus comme une masse indifférenciée, inférieure, c'est-à-dire d'accepter de dépasser le suprémacisme. Comme le disait tout à l'heure Victor, le spécisme, c'est un système, ça touche tous les pans de la société et c'est immense. C'est tellement immense que ça paraît assez infranchissable. Donc, il n'y a pas de naïveté chez les militants et les militantes antispécistes. On ne se dit pas que le problème va être réglé facilement, ou du jour au lendemain, ou que tout le monde doit devenir vegan, etc. C'est une vision naïve de ce que propose le projet antispéciste. On sait que les choses se feront petit à petit, que ça va être extrêmement compliqué. L'idée, c'est de dire, mettons-nous d'accord dans un premier temps pour dire que les individus parmi les plus vulnérables sont des individus à part entière et que s'ils souffrent, alors leurs intérêts doivent être pris en compte. Je me permets pour terminer de citer Malcolm Ferdinand, qui est chercheur en écologie politique et qui travaille beaucoup sur les questions d'écologie et d'antispécisme décolonial, qui disait qu'il y a aussi un travail à faire pour que les peuples et les personnes qui ont été déshumanisées puissent nourrir et développer des rapports aux animaux qui ne reproduisent pas ces formes de violence, qui ne reproduisent pas cette domination, mais qui voient qu'en fait, la maltraitance des animaux et leur maltraitance est liée à une même manière violente, raciste et misogyne d'habiter la Terre. Et il termine en disant « Les alliances avec les animaux peuvent être une manière de renverser cette habité ». C'est-à-dire qu'il explicite très clairement que le fait de changer de rapport aux animaux affaiblit le racisme, affaiblit les visions violentes qu'on a du monde et permet de s'émanciper de l'ensemble des oppressions et des dominations. Tu viens de citer Malcolm Ferdinand, donc effectivement sur ces questions d'antispécisme décolonial, donc on le disait dans le titre, donc notre rapport aux animaux façonne le monde, et notamment via l'élevage qui est utilisé comme un outil de colonisation et d'expansion coloniale. Victor, à ce sujet, tu as reçu dans ton podcast Sandra Guimarães, donc qui est autrice et militante brésilienne et qui a vécu également en France et en Palestine. Et elle développe notamment le concept de colonisation par l'assiette. Donc je vais citer Sandra. 60% du soja qu'on donne aux animaux en France vient du Brésil. Quasiment tous les poulets en France sont nourris au soja brésilien, le saumon aussi, les vaches aussi, surtout les vaches laitières. Quand on mange ici en France des produits d'origine animale, on mange un bout de la forêt. Et c'est ce que j'appelle la colonisation par l'assiette. Donc ce que vous appelez un régime traditionnel français ou un régime traditionnel européen, moi je l'appelle un régime de colonisation
Il est impossible d'avoir autant de viande, autant d'œufs, autant de produits laitiers dans votre assiette ici en France sans coloniser l'autre partie du monde, la partie sud du monde et surtout le Brésil. Et donc au-delà du Brésil, cette utilisation des animaux comme outil d'expansion coloniale, elle est à l'œuvre dans d'autres territoires colonisés. Et c'est aussi le cas en Palestine. Donc Sandra y a vécu, donc je la cite à nouveau. Israël est un pays qui mange énormément de viande. Israël est le pays qui mange le plus de poulet au monde. Les forces d'occupation israéliennes vont confisquer des terres qui sont pour la plupart des terres agraires, là où le peuple palestinien plante leurs aliments de base, donc de la culture végétale. Et après avoir volé ces terres, les colons israéliens vont installer des fermes d'élevage industriel, surtout de poulets. Et ce qui est vraiment cruel, c'est que très souvent, c'est les Palestiniens qui ont été dépossédés de leurs terres qui vont travailler dans ces fermes. Et ça aussi, ça me fait penser au Brésil. On a beaucoup d'endroits en Amazonie où les peuples indigènes ont été chassés de leurs terres. Maintenant, il y a des élevages de vaches à la place, il y a des abattoirs, et très souvent, les personnes indigènes sont obligées d'aller travailler dans ces abattoirs pour tuer les vaches qui occupent aujourd'hui leurs terres volées. Dans la Cisjordanie occupée dans le sud, on voit ce qu'on appelle des avant-postes pastorales. Donc c'est vraiment des colons bergers qui vont s'installer là-bas et qui vont utiliser l'élevage pour prendre de plus en plus de terres au peuple palestinien, pour les isoler et pour agrandir les colonies illégales qui sont déjà là-bas. Voilà, donc c'est des mots forts, mais qui sont nécessaires également. Et donc Victor, dans les échanges que tu as pu avoir donc toi avec Sandra, donc vous avez beaucoup parlé donc de cet antispécisme décolonial. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi s'agit-il? Oui, alors moi je précise quand même que je parle en tant que personne qui n'est pas activement engagée dans ces luttes-là et qui est plutôt sur le front antispéciste, mais avec une forte volonté, notamment avec le podcast, de donner à entendre toutes ces voix justement précieuses dans le mouvement, qui s'engagent aussi dans plein d'autres luttes, et notamment celle de Sandra, mais je ne peux pas faire mieux que vous inviter à aller écouter directement sa parole à elle, notamment dans le podcast et dans d'autres prises de parole publiques qu'elle a eues, notamment dans l'intervention que tu avais enregistrée, organisée et animée. Enfin voilà, vraiment, écoutez ce que dit notamment Sandra Guimaraes, elle est vraiment incroyable, elle le dira forcément 1000 fois mieux que moi. Et du coup, je ne veux pas prétendre définir la façon dont elle pense l'antispécisme décolonial, mais je dirais que c'est une façon d'envisager que le spécisme, c'est aussi imbriqué avec le colonialisme, finalement, avec plein de dynamiques de pouvoir, et que dans ces processus-là aussi de domination, les animaux étaient là, et les animaux étaient opprimés et appropriés de plein de façons différentes, et d'une façon qui était aussi mise au service de la prise sur les terres, de l'avancée finalement de la colonisation, et c'est ce qu'elle décrit parfaitement sur la question sur la situation brésilienne finalement, où historiquement, dès l'arrivée en fait des colons, les animaux ont été importés en fait, des animaux qui n'étaient pas présents dans ces territoires-là ont été ce qu'on désigne habituellement d'une façon spéciste en parlant comme du bétail. En fait, voilà, des animaux qu'on élève pour ensuite les abattre et les manger, mais qui paissent aussi et qui donc en fait sont sur des pâturages. Ces animaux-là, notamment les bœufs, les vaches, ont été en fait importés et forcés de s'étendre en même temps que l'avancée coloniale finalement, et ont été utilisés pour prendre sur les terres finalement. Notamment des fois, ça passe encore aujourd'hui. Enfin, voilà, la colonisation, ce que dit très bien Sandra, c'est qu'elle est encore en cours. Il ne faut pas penser que c'est du passé. C'est-à-dire que ces dynamiques qu'on observe historiquement dans plein de pays différents, c'est-à-dire que les animaux étaient utilisés bien malgré eux. Hein, évidemment, c'est pas leur faute. Ils étaient aussi tués et violentés au passage, mais ils devenaient aussi des formes d'auxiliaires finalement de l'avancée coloniale, de la prise, de l'appropriation des terres, de l'appropriation des cultures, de la destruction des cultures locales, en fait aussi, les champs, ce qui était planté pour la subsistance des peuples indigènes, des paysans, enfin aussi des personnes qui habitaient ces territoires et qui avaient une agriculture. En fait, les animaux servaient aussi à venir remplacer finalement cette agriculture-là ou détruire carrément ces cultures. Donc il y a plein de cultures finalement indigènes qui ont été perdues ou qui existent presque plus, tellement l'élevage a pris de la place en même temps que l'avancée de la colonisation. C'est quelque chose dont parle très bien Sandra pour le Brésil, mais c'est aussi quelque chose qu'on a observé, je tiens à le dire, pour la colonisation française. En fait, on est aussi partie prenante finalement de cette façon dont les animaux ont été appropriés par des pouvoirs coloniaux, en l'occurrence le pouvoir colonial français,
en Kanaki, c'est quelque chose qui a été documenté par des articles, par des ouvrages, qu'il y a eu le même phénomène en fait. Il y a eu le même processus de prise sur des corps d'animaux qui n'avaient rien demandé et de mise au service finalement de ces corps de façon violente pour servir la dépossession d'autres personnes en fait et de terres. Donc ça c'est une des façons dont finalement le spécisme s'imbrique avec les logiques coloniales. Mais en fait il y en a vraiment plein d'autres et je pense que c'est vraiment quelque chose que nous appelle à beaucoup mieux voir les antispécistes des coloniaux, les personnes qui sont présentes sur les territoires en fait, qui sont en lutte justement contre des pouvoirs coloniaux. Il y a plein d'activistes en fait en Palestine qui sont des activistes antispécistes et des coloniaux et qui pensent les deux. Enfin, c'est même pas qu'ils pensent les deux ensemble, c'est qu'ils ne pensent pas que ça puisse ne pas être pensé ensemble. Ils se disent, on observe tellement l'imbrication des deux et la lutte pour notre vie, notre subsistance, nos terres, nos territoires, notre indépendance, notre autonomie est tellement imbriquée avec celle des autres animaux et la façon dont eux aussi finalement se retrouvent victimes tout autant que les humains à Gaza en ce moment. Les animaux aussi en fait se font exterminer au passage et ces militantes-là, antispécistes décoloniales, du coup, appellent finalement à voir toutes ces imbrications. J'aimerais vraiment, moi j'ai beaucoup compris et appris des choses en suivant le compte Vegans for Palestine. Donc il faut comprendre l'anglais, mais c'est vraiment un groupe qui fait énormément, voilà, c'est un groupe d'activistes animalistes en Palestine qui justement montrent tous ces liens-là, les dénoncent très fortement et disent, en tant que vegan, on se positionne aussi de toute évidence et de façon très importante contre les formes de colonisation et notamment contre la colonisation de la Palestine. Et donc c'est vraiment un compte qui fait énormément et en fait un collectif et un groupe de beaucoup de personnes très engagées sur ces différentes luttes et qui sont pour la plupart présentes sur place en Palestine et qui nous informent en fait, nous plutôt dans les pays occidentaux finalement qui avons aussi des choses à faire dans nos pays et vis-à-vis de nos pouvoirs étatiques pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Et une des choses qui est dénoncée, un lien de plus finalement qui est fait, c'est la façon dont la question animale, non seulement les animaux ils ont été appropriés au service de pouvoirs coloniaux, mais en plus, la lutte animaliste aussi est appropriée. C'est-à-dire que même le symbole que représentent les animaux qui sont... parce qu'il y a une forme de légitimité toute relative, souvent pas antispéciste, mais disons de la lutte animaliste, ou éventuellement du véganisme dans certains pays. Et c'est quelque chose qu'on observe très clairement en Israël et que dénonce beaucoup ce collectif Vegans for Palestine, que Sandra a aussi beaucoup dénoncé. Finalement, c'est ce qu'on appelle le vegan washing, c'est-à-dire cette idée que en présentant l'image, donc l'État d'Israël, en se présentant sous une image très animal-friendly, très nous sommes à l'avancée, nous sommes le premier pays vegan du monde, avec la plus grande proportion, une très grande attention portée à cette question-là. Il y a aussi beaucoup d'articles qu'on pourrait dire de propagande, finalement, dans certains médias israéliens, qui décrivaient l'armée comme l'armée la plus végane du monde, la première armée végane du monde, en parlant de l'armée israélienne. Et tout ça, ça a été dénoncé comme une façon finalement de s'approprier la lutte animaliste pour blanchir les crimes de la colonisation, pour blanchir les rapports de pouvoir extrêmement violents, meurtriers, génocidaires de l'État d'Israël, et pour dire non mais regardez, nous on est tout gentils avec des animaux. En gros c'est ça, et ça s'appuie sur une dynamique de plus qui a été décrite dans les processus de colonisation. Souvent il y a un processus de civilisation morale qui se met en place. C'est quelque chose qui est super bien décrit, notamment par la chercheuse Violette Pouillard, qui a écrit l'histoire des zoos par les animaux. Et c'est aussi décrit dans l'invention du colonialisme vert de l'historien Guillaume Blanc. C'est vraiment deux ouvrages très intéressants. Et ils décrivent comment finalement les colons, non contents de s'approprier les terres et d'aller inventer la race et le racisme pour justifier leurs entreprises coloniales et violentes, en plus, ils ont prétendu être les meilleurs sauveurs finalement des animaux, être les personnes les plus sensibles à la question animale, prétendre imposer des interdictions de chasse, mais en fait pour pouvoir eux-mêmes continuer à chasser et dire en fait les populations qui habitent sur ces terres ne sont pas aptes finalement, sont comme tu disais Florence, barbares ou incivilisés ou sauvages, et donc ne seraient pas aptes à prendre soin de leur territoire et de la préservation des espèces. Donc c'est un discours affreusement raciste, tout simplement. Mais en fait c'est un discours qui utilise l'image des animaux en disant nous on est les meilleurs finalement pour prendre soin des animaux, et finalement c'est dans la continuité de ce genre de discours de civilisation morale, d'élévation
morale supposée, en fait, pas du tout vérifiée. Dans les faits, c'était les colons et les pouvoirs coloniaux qui détruisaient toutes ces terres, qui détruisaient les animaux, qui faisaient s'éteindre les espèces, qui mettaient en place des filières d'extorsion, de pillage des corps des animaux pour les exporter vers la métropole et alimenter les collections scientifiques, qui allaient les chasser. Enfin voilà, c'est les colons qui détruisent tout, mais en plus, après, par-dessus, il y a tout un discours de légitimation idéologique qui vient dire « Ah mais non, c'est pas nous qui faisons le mal, et même on va venir régler les problèmes qu'en fait ils ne disent pas qu'ils étaient en train de créer ». Et donc tout ça, en fait, ça continue de se jouer, ça se rejoue, disons, finalement, dans l'époque contemporaine en Israël, dans toute l'horreur de ce qui est en train de se passer là-bas. Il y a aussi, en plus, un discours de blanchiment moral. C'est quelque chose qui avait été décrit par d'autres activistes dans d'autres luttes sociales. Vous connaissez sûrement le pinkwashing. C'est aussi cette idée-là, mais cette fois-ci la récupération des luttes LGBT+, pour dire « Ah bah voilà, regardez, nous on est un pays hyper LGBT+ friendly, on fait plein de choses pour les droits de ces personnes-là, donc on ne peut pas être méchant. » En gros, c'est ça, hein, l'idée qui est passée. On ne peut pas être en train de commettre un génocide si on est si gentil, si à la pointe de la civilisation, si à la pointe du progressisme sur ces questions-là. Et donc, je pense que ce que dit assez clairement Sandra et le collectif Vegans for Palestine et bien d'autres dans le mouvement antispéciste, c'est qu'il ne faut pas se laisser berner et qu'il faut arriver en tant qu'antispéciste à dénoncer ces récupérations-là de notre lutte au service d'autres oppressions et d'autres structures et de violence en fait et de domination, pour dire bah non, en fait on ne peut pas utiliser soi-disant une lutte de libération en la dévoyant complètement pour en faire un vernis moral qui va venir blanchir des entreprises d'autres dominations. C'est très clair que en fait, toutes les émancipations doivent aller ensemble, et donc il faut savoir, en tant qu'antispéciste, dénoncer ces récupérations-là et ces instrumentalisations finalement de la cause animale, parce que ce soit les animaux qui sont directement appropriés au service des pouvoirs coloniaux, ou que ce soit leur image, leur symbole, la symbolique positive et progressiste que peut représenter l'animalisme, dans les deux cas, il y a une instrumentalisation finalement des animaux. Et c'est pas non plus à leur service, et c'est surtout pas au service de l'émancipation globale. Voilà, moi c'est la compréhension que j'ai de ce que peut être un antispécisme décolonial, mais peut-être que Sandra te dirait la même chose. En tout cas, écoutez-la, elle en parle mieux, mais voilà, moi c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Merci beaucoup. Bah, effectivement, donc j'invite tout le monde à aller l'écouter sur les 3 épisodes de ton podcast. Donc Florence, on a parlé tout à l'heure de figures emblématiques de gauche comme Louise Michel. Alors on aurait pu parler aussi d'Angela Davis également, des femmes engagées politiquement pour les intérêts des animaux. Et il y a un lien fort donc, entre les luttes pour les droits des femmes et ceux des animaux non humains. On a tous en tête l'exemple, par exemple, de la députée Sandrine Rousseau, qui, parce qu'il est le plus médiatisé, mais qui concerne pas seulement elle, mais qui croule sous les attaques sexistes et les photos de viande et de barbecue en continu. C'est le cas de beaucoup de femmes en politique, mais pas que. Plusieurs autrices se sont penchées sur le rapport entre le sexisme et le carnisme, comme Carol J. Adams, qui a écrit donc, La politique sexuelle de la viande, ou plus récemment Amanda Castillo, qui a écrit « Tu seras carnivore, mon fils ». Et les études ont également démontré les liens entre les violences intrafamiliales, et notamment faites aux femmes, et les violences faites sur les animaux. Donc, Florence, est-ce que tu peux nous parler de tout cela ? Oui, alors on parlait tout à l'heure de carnisme d'ailleurs, et je ne sais pas si le nom de Mélanie Joy a été cité, et je ne crois pas en fait, et c'est voilà, c'est juste pour préciser que du coup c'est Mélanie Joy qui a introduit la notion de carnisme, donc ce système de croyance qui soutient la consommation de chair animale. Alors effectivement, il y a un lien global entre la domination spéciste et la domination sexiste, qui se joue dans les mécanismes dont je parlais tout à l'heure, tout ce qui est suprémacisme, domination, infériorisation, etc., les inégalités, etc. Je ne vais pas me répéter. Mais il y a aussi quelque chose de spécifique par rapport aux femmes. C'est une animalisation aussi qui fait que les femmes sont perçues par les hommes. Alors je parle des catégories politiques, hein, je ne parle pas d'individus là. Sont perçus par les hommes comme des proies, comme des corps qui peuvent être utilisés, exploités, dont on peut tirer du plaisir, qui sont largement objectifiés et qui sont en fait des objets de consommation, des objets de plaisir. Il y a même l'auteur Martin Page qui a écrit le livre il y a quelques années « Au-delà de la pénétration », dans lequel il remet en question l'hégémonie de la pénétration en tant qu'acte sexuel par défaut. C'est un livre qui est
extrêmement intéressant. Vraiment, je le recommande à tout le monde, au-delà de la pénétration. Dans ce livre, il fait le lien entre le fait qu'il ait arrêté de pénétrer et le fait qu'il ait arrêté de manger de la chair animale. Et effectivement, c'est toute la remise en question de l'appropriation du corps d'autrui en tant qu'objet de plaisir. Cette relation entre le sexisme et le spécisme, elle est effectivement décrite donc, par Carol G. Adams dans La politique sexuelle de la viande, qui a d'ailleurs été rééditée très récemment en France, avec une préface de la journaliste Nora Boisouni. Je conseille aussi les travaux de Nora Boisouni. Je crois que tu étais en entretien avec elle il n'y a pas longtemps aussi. Donc elle produit un travail justement sur toutes les oppressions qui entourent la consommation de chair animale et tous les stéréotypes culturels liés, etc. Effectivement, pour le cas de Sandrine Rousseau, on voit qu'elle est victime d'attaques masculinistes extrêmement violentes et d'attaques spécistes aussi extrêmement violentes pour juste avoir rappelé un fait qui est d'une banalité confondante en matière de sociologie, à savoir qu'il y a effectivement un lien entre la consommation carnée et la virilité, le masculinisme, etc. C'est un lieu commun en sociologie. Le fait que Sandrine Rousseau l'énonce, elle est déjà victime de cyberharcèlement et de harcèlement par ailleurs à de nombreuses reprises, etc. Effectivement, elle a reçu énormément de photos de barbecue et tout ça. Et régulièrement sur les réseaux sociaux, quand elle parle de ce sujet, il y a des hommes qui viennent poster des photos de steaks et de côtelettes sur les réseaux. Et ça rappelle les dick pics que reçoivent des femmes qui s'expriment sur Internet, où à un moment donné, on a des photos de pénis non sollicités dans nos messages privés. Et moi, je fais le lien et j'appelle ça des meat pics, c'est-à-dire des photos de viande qui sont... C'est la même mécanique, en fait. C'est-à-dire que on reçoit des meat pics non sollicités, des images d'animaux morts découpés, cuits, prêts à consommer, comme on reçoit des morceaux de chair non sollicités par ailleurs pour les dick pics. Le corollaire de cet attachement entre la viande et la masculinité, c'est aussi que les hommes végétariens, véganes, sont dévirilisés aussi. Et je pense que tous les hommes qui sont végés ou véganes, qui ont de l'empathie, ne serait-ce qui expriment de l'empathie pour les... je vois que ça valide dans la salle, qui ont de l'empathie pour les animaux non humains, sont régulièrement réduits à l'état de sous-hommes, sont démasculinisés en fait. Et les hommes, d'une manière générale, sans être végétariens ou véganes, mais qui ne correspondent pas aux codes sociaux attribués à la masculinité en général, sont régulièrement qualifiés d'hommes soja. Donc c'est l'insulte soy boy ou de garçon soja donc en français. Et ça c'est pareil, c'est une expression qui nous vient de l'extrême droite encore. Donc on va qualifier les hommes qui ne sont pas assez masculins d'hommes soja sous prétexte qu'ils mangent des aliments de bonnes femmes, qui font preuve d'empathie, donc qui sont faibles, etc. Toutes ces mécaniques-là sont extrêmement puissantes. Je pense qu'on en a eu un aperçu effectivement avec les débats qui ont entouré le harcèlement de Sandrine Rousseau, mais j'encourage vraiment à lire effectivement La politique sexuelle de la viande. Je n'ai pas lu Tu seras carnivore, mon fils, d'Amanda Castillo, mais je l'ai entendu en entretien sur Blast, et je pense qu'effectivement ces analyses aussi sont pertinentes. Pour revenir sur l'histoire de l'engagement des femmes et des féministes dans la lutte animaliste, c'est effectivement un engagement qui ne date pas d'hier, à tel point que en fait, c'est difficile de parler de la lutte pour les animaux sans parler des luttes féministes. À la fin du 19e, début 20e, notamment au Royaume-Uni, il y a des associations anti-vivisection qui se sont créées. La vivisection, c'est le fait d'expérimenter sur des animaux non humains. Et ces associations, elles se sont fondées parce qu'il y a des femmes qui ont reconnu dans ces expérimentations les violences qu'elles subissaient elles-mêmes sur leur propre corps, exercées sur elles par des hommes dominants, par des hommes de pouvoir, y compris leur propre mari. Et elles ont fait le lien entre les dominations exercées sur les corps des chiens sur lesquels il y avait des expérimentations et sur leur propre corps. Typiquement, il y a une histoire qui a beaucoup marqué ce lien-là. Au tout début du 20e, il y a un chien qui a été disséqué, visiblement encore conscient, devant des étudiants en médecine. Et il y a deux militantes, Lizzie Lindaf-Edgeby et Leisa Charteau, qui ont documenté et dénoncé cette vivisection dans un livre en disant qu'elle avait eu lieu sur un animal conscient qui était visiblement extrêmement en souffrance. Cette militante, Lizzie Lindaf-Edgeby, elle est citée par le Joseph Andras, dont tu as parlé tout à l'heure, qui a écrit « Ainsi nous leur faisons la guerre ». Ce livre, je le recommande vraiment, vraiment à tout le monde. C'est un petit livre en 3 sections, « Ainsi nous leur faisons la guerre », qui en 3 volets montre justement le rapport aux animaux et aux autres luttes sociales. Et il est extrêmement bien écrit et il bouscule vraiment, je le recommande.
Donc il cite cette militante en disant « Le progrès social, la cause des femmes, le refus de manger de la chair animale et celui d'armer les nations au front, tout cela marche d'un même pas ». Et ces femmes qui ont pris la parole pour dire que les violences exercées sur les animaux et sur elles-mêmes étaient du même ordre, elles ont été accusées de mettre en péril le genre humain et de mettre en péril la nation. Et encore actuellement, on a exactement les mêmes rhétoriques et les mêmes accusations qui sont proférées envers les antispécistes, comme quoi il serait une menace civilisationnelle, c'est les termes de Bardella par exemple, ou de beaucoup de personnalités d'extrême droite, qui serait une atteinte à la dignité humaine, etc. Et comme on parlait tout à l'heure, Victor, avec tout le volet sur la psychologie sociale, cette idée que les antispécistes détestent l'humanité et que trop considérer les animaux, c'est dégrader l'humanité, c'est faux. C'est un narratif qui est faux, mais c'est même pire que ça. C'est que c'est l'inverse en fait qui se produit. C'est que moins on a de considération pour les animaux non humains, moins on a de considération pour tous les autres groupes humains infériorisés. Donc ce narratif-là, qui est très porté par les droites et l'extrême droite, est faux et a des conséquences gravissimes. Alors, je vais citer encore Séverine cette fois. Séverine qui disait « Parce que je ne suis qu'une femme, parce que tu n'es qu'un chien, parce qu'à des degrés différents sur l'échelle sociale des êtres, nous représentons des espèces inférieures au sexe masculin, si pétries de perfection, le sentiment de notre mutuelle minorité a créé entre nous plus de solidarité encore, une compréhension davantage parfaite. » Donc ça c'est pareil, c'est au début du XXe. Et aujourd'hui, on constate que dans le mouvement pour les droits des animaux, les mouvements antispécistes, il y a une écrasante majorité de femmes. C'est entre 60 et 90% des activistes, des personnes bénévoles, des personnes engagées, selon certaines sources. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire parce que les luttes féministes ont assez largement abandonné cet engagement. Et on a un peu oublié cette histoire en fait, et ces racines féministes, libertaires de la lutte animaliste. Il y a quand même des pistes qui ont été lancées, je pense notamment à la lettre aux féministes pour une solidarité interlutte avec l'antispécisme, qui est une lettre ouverte que vous pouvez retrouver dans la revue L'Amorce, la revue en ligne dont parlait tout à l'heure Galia, dans laquelle je suis coéditrice, qui est un appel lancé à des collectifs féministes justement pour s'emparer de la question animale, comme c'était le cas en fait historiquement, et à travailler ensemble et coopérer pour dénoncer toute forme de domination. Et pour finir avec ce que tu disais aussi sur les luttes intrafamiliales, on a effectivement un lien très fort qui est fait entre les violences conjugales et les violences commises sur les animaux non humains au sein des foyers, donc dans le cadre domestique. C'est-à-dire que les animaux non humains, de la même manière que peuvent l'être les enfants aussi au sein d'un foyer, sont touchés par les violences domestiques exercées très majoritairement par des hommes, soit directement en tant que victimes, parce qu'ils sont frappés, parce qu'ils sont violentés, soit en tant que co-victimes, c'est-à-dire témoins des violences exercées. Et les violences commises sur les animaux non humains, encore une fois, sont prédictives de violences commises sur les membres humains du foyer. De fait, 80% des mises en cause pour maltraitance animale sont des hommes. Et dans près de 90% des foyers dans lesquels il y a des violences sur les enfants, on retrouve également des violences commises sur les animaux non humains. En fait, une femme dont le partenaire maltraite l'animal a 5 fois plus de chances de subir elle-même des violences. Sur ce sujet, je recommande très chaudement la formation du collectif Nous Toutes, en collaboration avec l'Association contre la maltraitance animale et humaine, qui s'appelle Une seule violence. C'est une formation Nous Toutes qui peut être retrouvée sur leur site et sur YouTube. Elle est en accès libre et elle est extrêmement instructive. Ce n'est pas seulement des statistiques, c'est aussi des solutions, des compréhensions systémiques, etc. Je la recommande très chaudement. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et donc, tu as fait le lien il y a quelques minutes avec notamment Jordan Bardella, l'extrême droite. Donc, je le disais en introduction, donc, vous êtes tous les deux, donc, Florence et Victor, parmi les initiatrices et initiateurs donc, de la tribune antispéciste contre l'extrême droite. Et donc cette extrême droite, il y a une idée reçue alimentée beaucoup par la figure de Brigitte Bardot notamment, ou par l'image des chats de Marine Le Pen qui associe la cause animale et l'extrême droite. Alors pourtant, c'est totalement faux. On le voit avec les votes concrètement donc, des élus du Rassemblement national ou du groupe des Patriotes au Parlement européen. En fait, c'est pas compliqué. Systématiquement, leurs votes sont toujours contre les intérêts des animaux. Ça ne va jamais du tout dans le bon sens. Pour exemple, au Parlement européen, l'extrême droite a voté
contre l'interdiction du transport pour les femelles en fin de gestation, contre la fin des subventions des élevages de taureaux destinés aux corridas, contre une meilleure protection des aires marines protégées, pour l'autorisation de la chasse dans de futures zones protégées en Europe, pour diminuer le statut de protection du loup, pour le chalutage en eau profonde dans les aires marines protégées. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Ils ont voté contre un moratoire pour les élevages en cage, contre l'augmentation de l'offre végétarienne en restauration scolaire, pour les amendements Bayon contre les associations et lanceurs d'alerte, donc dits amendements L214, donc qui sont pour empêcher d'avoir des vidéos de ce qui se passe derrière les murs, donc des abattoirs et des élevages. Et donc c'est systématiquement des votes contre les intérêts des animaux. De la même façon, Emmanuel Bléry, qui est actuellement, donc qui est un député du Rassemblement national et qui est actuellement le président du groupe d'études conditions animales de l'Assemblée nationale, il argumentait donc il y a quelques mois pour s'opposer à la proposition de loi visant à interdire l'importation et l'exportation des trophées de chasse d'espèces protégées, notamment en Afrique. Eh bien, il nous expliquait, Emmanuel Bléry, que s'il n'y avait plus de trophées de chasse, qu'il n'y avait plus de braconnage, eh bien, les espèces, si elles n'étaient pas régulées, elles seraient tuées par qui? Eh bien, par les terroristes islamistes. Et que du coup, c'était embêtant. Donc, il valait mieux continuer à avoir des trophées de chasse. Donc, de la même façon, lui-même, pour la première réunion donc, du groupe Conditions animales donc, de l'Assemblée nationale, qui a-t-il invité? Eh bien, les chasseurs, et notamment les chasseurs à courre. Et aucune association de défense ou de protection des animaux n'a été conviée à la réunion qu'il organisait. Donc, on voit très bien où sont les priorités du Rassemblement national concernant les animaux. Et au-delà des élus, on voit l'instrumentalisation de la cause animale par l'extrême droite, également sur les réseaux sociaux, avec le cas emblématique de l'abattage sans étourdissement, donc qui est totalement associé sans aucune nuance à l'abattage rituel, sachant qu'il peut y avoir des étourdissements réversibles, etc., et que ce n'est pas la même chose exactement l'abattage rituel et l'abattage sans étourdissement, mais systématiquement, dès que sur les réseaux sociaux on parle des animaux, on a des centaines de commentaires de personnes d'extrême droite qui nous disent en boucle « et l'abattage rituel, vous n'en parlez jamais, et l'abattage rituel, vous n'en parlez jamais », que ce soit sur des vidéos d'L214, par exemple une campagne sur l'abattage sans étourdissement, ils expliquent « mais l'abattage rituel, vous n'en parlez jamais », ou bien si l'on parle de n'importe quel sujet sur les animaux, ou que nous-mêmes à la France Insoumise, nous parlions des mesures de notre programme dans lequel nous garantissons l'étourdissement préalable à l'abattage de tous les animaux sans exception, eh bien, l'extrême droite nous dit aussi « mais l'abattage rituel, vous n'en parlez jamais ». Donc on voit bien les priorités du Rassemblement national, l'instrumentalisation qu'ils font des animaux uniquement pour des fins racistes et pour stigmatiser une partie de la population, alors que, pour reprendre donc, les mots d'Emma Fourreau lors de la dernière conférence que l'on a fait et qui était avec le cœur, c'est l'extrême droite, ils s'en foutent complètement des animaux. Voilà, tout simplement. Donc je reviens vers vous, Florence et Victor, et donc dans cette tribune antispéciste contre l'extrême droite, vous déclariez « Le spécisme, idéologie qui hiérarchise les animaux en fonction de l'espèce à laquelle ils appartiennent, se nourrit des idées défendues par l'extrême droite. » Donc, est-ce que vous pouvez développer? Donc, Florence d'abord et ensuite Victor. Voilà. Il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, si on peut être un peu court. Oui, alors effectivement, quand on a écrit cette tribune, alors ça nous paraissait déjà être important de clarifier la position qui consiste à dire que les antispécistes reconnaissent que l'extrême droite est un danger mortel pour des populations particulièrement vulnérables, dont on considère que les animaux non humains font partie. Cette tribune, on l'a écrite dans un contexte très particulier, des législatives anticipées, etc., et tous les débats qu'il y a eu récemment là-dessus. Et l'idée, c'était effectivement de répéter que les valeurs défendues par l'extrême droite sont exactement l'inverse des valeurs défendues par la lutte antispéciste. À savoir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les systèmes de domination, c'est que les valeurs profondes de l'extrême droite, c'est le suprémacisme, c'est-à-dire le fait de confirmer qu'il y a des groupes qui sont supérieurs à d'autres, de l'accepter, de l'entériner, etc. L'antispécisme promeut un égalitarisme, c'est-à-dire justement le fait de ne pas considérer qu'il y a des groupes qui sont supérieurs à d'autres. Du côté de l'extrême droite, on a aussi des préjugés, des stéréotypes à l'égard des exogroupes, c'est-à-dire des groupes qui ne sont pas soi-même. L'antispécisme rejette ces préjugés
et remet en question justement les stéréotypes qui sont associés, en disant non, les animaux non humains ne sont pas des êtres d'instinct, stupides, incapables, etc. Et quand bien même ils seraient stupides et incapables, il faudrait quand même prendre en compte leurs intérêts. Mais en tout cas, on a un refus aussi de l'anthropocentrisme, alors que l'anthropocentrisme est au cœur du projet de l'extrême droite, mais c'est même pire que ça, c'est l'ethnocentrisme en fait qui est au cœur. On a aussi à l'extrême droite la promotion de l'exceptionnalisme humain, dont je parlais aussi tout à l'heure, alors que cet exceptionnalisme est rejeté profondément par l'antispécisme qui compte bien replacer l'humain dans la continuité évolutive du vivant. On a à l'extrême droite aussi la promotion des discriminations arbitraires et l'antispécisme et le rejet de ces discriminations précisément. À l'extrême droite, on a aussi des politiques inégalitaires et du conservatisme, et l'antispécisme, lui, accepte, demande, exige de remettre en cause les traditions qui sont délétères et d'avancer justement pour révolutionner notre rapport aux autres animaux et faire évoluer ces traditions pour limiter les souffrances. Et là, je ne parle pas de déclaratif, hein, parce que l'extrême droite peut se dire pro-animaux, même égalitaire, pro-rassemblement. En fait, les mots ne veulent plus rien dire avec l'extrême droite. Donc je ne parle pas de déclaratif, je parle de valeurs profondes et d'ADN, entre guillemets, vraiment des valeurs qui constituent ces mouvements. Et le spécisme, il est partout, hein, y compris à gauche aussi. Mais en fait, il n'est pas fondamentalement compatible avec toutes les valeurs. L'antispécisme est fondamentalement incompatible avec l'extrême droite. Tout montre en fait que l'extrême droite est ennemie des animaux, et effectivement, c'est jamais le spécisme qui est attaqué par l'extrême droite, c'est plutôt les antispécistes en fait. Louis Alliot, qui était en 2018 premier vice-président du RN, disait « Les antispécistes sont une nébuleuse mal connue d'individus radicalisés. Selon eux, la loi devrait accorder à toutes les créatures vivantes les mêmes droits qu'aux hommes. » Donc, selon ce postulat, on veut donner le droit de vote aux plantes aussi. Alors, apparemment, c'est ça le projet des antispécistes. Bon. Et en fait, au-delà des actions qui sont contre les animaux dont tu parlais, il y a aussi une inaction chronique. C'est-à-dire que dans la vie politique, Emma Fourreau en parlait aussi, il n'y a aucune proposition qui est formulée par l'extrême droite en faveur des animaux, aucune avancée, rien du tout. Je vais laisser la parole à Victor parce que tu as dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Ouais, c'est sûr, d'accord. Juste pour revenir sur cette rhétorique aussi qui vise plus spécifiquement des populations déjà marginalisées, alors notamment les populations musulmanes et juives par rapport à l'abattage rituel. Il y a effectivement une hypocrisie terrible. Jordan Bardella disait que l'abattage sans étourdissement était une honte parce qu'il était question de dignité animale, mais effectivement, il ne s'est jamais opposé à la corrida, il ne s'est jamais opposé au combat de coq, et c'est aussi des personnes qui disent que l'antispécisme est une menace civilisationnelle, comme je le disais tout à l'heure. En fait, on a la même rhétorique que dans les mouvements pseudo-féministes d'extrême droite, qui vont désigner les personnes immigrantes, étrangères, ou racisées en général, comme étant particulièrement en danger pour les femmes, et notamment en rattachant cette question à la question des violences sexuelles et sexistes et sexuelles. Et cette rhétorique, elle vise bien sûr à établir un bouc émissaire. On a exactement la même relation avec la question des animaux, en fait. Et voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Est-ce qu'il y a un peu de temps ? Peut-être je peux rebondir là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'il y a une façon de se prémunir. Nous, c'est ce qu'on voulait faire aussi dans l'intention de l'écriture de cette tribune. C'était de montrer... Elle a été signée par plus de 600 personnalités et collectifs antispécistes. Des gens qui s'engagent très clairement en disant « Nous, on n'a rien à voir avec l'extrême droite et on doit la combattre de toutes nos forces. Et c'est la priorité politique du moment. » Ça l'est tout le temps et ça le devient de plus en plus parce que c'est une énorme menace, évidemment. Et je pense que tout le monde n'avait pas forcément cette idée que 600 collectifs et personnalités antispécistes pouvaient se réunir en quelques jours et se motiver et s'engager fortement sur la question. Alors certes, juste dans le cadre d'une tribune, mais en fait, les gens ils étaient aussi engagés sur le terrain. Pas toujours en tant qu'antispécistes, mais en fait, nous qui les connaissons, on sait à quel point c'est un sujet qui nous préoccupe aussi dans nos luttes. Et je pense que c'était important pour nous de dire la lutte antispéciste, elle ne doit pas prêter le flanc à des interprétations et à des récupérations politiques, justement. Et typiquement des récupérations islamophobes ou antisémites quand on nous sort en permanence la question de l'abattage rituel. En fait, c'est vraiment, si c'est pour revéhiculer des dynamiques racistes et une fois de plus, comme les dynamiques coloniales dont je parlais plus tôt, finalement, venir convoquer
une certaine représentation de ce que doit être l'animalisme, en fait un animalisme complètement dépolitisé, vidé de ses valeurs politiques, vidé de toute l'analyse de fond qui est faite dans le mouvement antispéciste, d'à quel point c'est imbriqué avec plein d'autres systèmes de domination, et donc de toute évidence, on ne va pas venir utiliser l'animalisme pour aller défendre quelque chose de raciste à côté, c'est pas ça qu'il faut faire. Pour nous, ça nous paraît évident, mais en fait, ça demande de porter une version de l'antispécisme qui soit justement politisée de cette façon-là, qui donne toujours à comprendre que le spécisme n'est pas déconnecté du reste pour reprendre les mots très justes de Kautar Archi, de l'ordre zoosocial finalement. Et on est engagé, je pense qu'on peut le dire, contre tout cet ordre complet finalement, de toutes les dominations et de la façon dont ça s'imbrique aussi avec d'autres. On n'est pas juste pour un animalisme vidé de toute substance et qui laisserait penser que finalement, dans une vision un peu apolitique, qu'il n'y a que la question animale ou qu'elle peut être complètement détachée, vidée de substances politiques, et qu'on peut lutter pour l'animalisme sans penser toutes les intersections multiples avec ces questions-là. Je pense que c'est quand on ne les pense pas bien ou quand on prétend ne faire sans, finalement, qu'on prête le flanc, qu'il y a des trous dans la raquette, finalement, et que c'est d'autant plus facile après de venir récupérer cette version dépolitisée de l'animalisme pour dire « Ah, ben, elle est parfaitement compatible avec nos valeurs d'extrême droite ». C'est le risque et c'est ce qu'on voulait prévenir d'avance et pour le futur, et il faut le faire encore plus et de façon plus claire. Mais voilà, c'était aussi dans cette direction-là qu'on voulait aller avec la tribune, je pense. Juste une toute petite précision, si je peux. Ouais. C'est aussi que je pense qu'on a une manière dont les luttes antispécistes sont envisagées ou connues du grand public, entre guillemets, y compris d'un public un peu militant et engagé, qui est un peu déformé par les personnalités qu'on peut penser être animalistes ou antispécistes. En l'occurrence, quand on parle d'antispécisme ou d'intérêt des animaux non humains, etc., et de ces luttes-là, on pense souvent en fait à Brigitte Bardot, en tout cas dans le grand public, c'est beaucoup ce qui revient, ou à Hugo Clément. Et en fait, des personnalités qui par ailleurs ont pu avoir des accointances fâcheuses ou des propos carrément racistes, homophobes, misogynes, etc. En ce qui concerne Brigitte Bardot, elle a jamais été végane, elle est anti-végane en fait, et elle n'a jamais été antispéciste, jamais. Elle n'a jamais parlé de spécisme non plus. Et en ce qui concerne Hugo Clément, c'est pareil, il n'est pas végane et il n'a jamais été antispéciste non plus. Donc en fait, si on veut s'intéresser à la question du spécisme et de l'antispécisme, au scientisme, vraiment, il vaut mieux aller voir du côté de Kautar Archi, il vaut mieux aller voir du côté des personnes qu'on a mentionnées ici, parce que ce n'est pas forcément les personnes les plus visibles. Je pense qu'il y a un intérêt très très fort à gauche justement à visibiliser ces personnalités et à un peu moins rebondir sur toutes les paniques autour de Hugo Clément et Brigitte Bardot. Je pense qu'il faut les laisser là où ils sont. Voilà, donc je pense qu'il faut se méfier des personnalités les plus mises en valeur sur ces thématiques-là. Merci. Donc, juste quelques mots pour conclure. Donc, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, en 2 mots, quelles sont vos conclusions à cette conférence? Donc, Victor, puis Florence. Du coup, je vais pas faire long, mais juste rappeler d'aller lire et d'aller lire les travaux et mettre en visibilité toutes les personnes dont on a cité. Enfin, on s'appuie beaucoup sur les travaux de plein d'autres personnes. En fait, moi, c'est pas du tout mes idées dont je parlais là. C'est le travail militant et de recherche qui est fait par plein d'autres personnes activement engagées dans ces luttes. Et c'est ces personnes-là qu'il faut aller suivre et mettre en valeur, notamment sur les réseaux. Mais voilà, et elles vous donneront encore beaucoup plus d'informations et ce sera beaucoup plus pertinent. Et aussi se dire que on n'a pas du tout pu le faire le tour. Enfin, en fait, là, on a fait qu'effleurer le vaste champ de connaissances et de compréhension d'à quel point le spécisme est coproduit avec plein d'autres systèmes de domination, mais il y aurait beaucoup plus à dire que ce qu'on a eu le temps là en 1h30 d'envisager, mais que si le sujet vous intéresse et que si ça a aiguisé votre curiosité, il y a vraiment plein de choses à aller creuser et à aller comprendre sur ces sujets-là, et plein de contenus qu'on peut vous recommander, mais que du coup on va peut-être recommander ensuite. Oui, moi, le mot de la fin, ce serait peut-être que il y a peut-être beaucoup de personnes ici qui sont au courant, mais militer, c'est difficile et on ne peut pas tout savoir. Donc c'est très très long de se renseigner sur des sujets, sur les luttes, de comprendre les mécanismes, les revendications, etc. Cette difficulté, je pense que toutes les personnes qui militent l'ont à l'esprit. Et c'est d'autant plus difficile de s'intéresser à une lutte quand on est en situation de domination. Et c'est très exactement notre cas en tant qu'humain par rapport aux autres animaux. Comme ça peut être le cas quand on est hétéro face aux luttes LGBTQIA+, etc., etc. Et qu'il y a une précaution particulière du coup à adopter, une position pour moi qui est une bonne position, c'est une posture d'humilité, en se disant qu'on ne peut pas tout savoir et que
c'est important de se renseigner, d'apprendre et de prendre le temps d'apprendre avant de juger des revendications qui sont portées, d'essayer de bien les comprendre, etc. Et du coup, je terminerai avec les mots de Dalila Awada, que j'ai déjà cité tout à l'heure, qui parle justement des luttes racistes et des luttes antiracistes et antispécistes, en disant une des approches qui peut être adoptée est celle de la non-agression. On peut ne pas adhérer et ne pas vouloir y consacrer du temps sans pour autant miner les efforts de celles et ceux qui travaillent dans d'autres mouvements. Et je pense que cette posture est une bonne posture, à savoir que si on n'a pas le temps de se renseigner, et effectivement ça demande de gros efforts, alors on peut au moins être dans une posture de non-agression avec des camarades qui défendent aussi les populations les plus vulnérables. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est 55, donc ça va couper, on va nous dire gentiment de partir dans moins de 5 minutes. Donc c'est compliqué, je pense, pour vous faire passer le micro, parce que le temps simplement de poser la question, on n'aura pas le temps d'y répondre. Mais ce qu'on vous propose, c'est de venir nous poser les questions sur le stand donc, du groupe Conditions Animales. Florence et Victor pourront y être pendant un petit temps, là, juste après la conférence. On a également des militants du groupe, donc des ouvrages qui sont présents. Alors, l'ouvrage Ainsi l'animal et nous, donc de Kawthar Archi, n'y est pas, mais par contre, il est à l'espace livre, à l'entrée, là où il y a toutes les librairies qui sont présentes. Mais pas mal de livres dont on a parlé aujourd'hui y sont. Vous pouvez retrouver la revue L'Amorce, dans lequel donc Victor et Florence ont coécrit. Vous avez le lien pour précommander l'ouvrage de Victor. Donc, ça sera plus simple de pouvoir échanger sur le stand. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. Merci à Florence et à Victor. Pour nous retrouver également à l'issue des amphis, donc, nous sommes sur les réseaux sociaux, le groupe Conditions Animales, la France Insoumise ou Animaux Insoumis pour notre petit pseudo. Nous sommes sur X, sur Blue Sky, sur Threads, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas nous trouver. Donc, je veux voir les nombres d'abonnés augmenter tout à l'heure. Merci. Et, et on se retrouve donc très vite au stand et à très bientôt. Et merci à toutes et à tous.